structure en pierre unique, se dresse sur le plateau de Gizeh depuis plus de 4500 ans. Elle a vu des empires naître et disparaître. Elle a survécu à des religions, des langues et des modes de pensée entiers. Et contre toute attente, elle continue de correspondre à des chiffres que l'humanité prétend ne pas encore comprendre. Des ratios qui font écho à la géométrie des cercles. Des proportions qui murmurent l'harmonie et l'équilibre. Des mesures qui semblent étrangement alignées avec la forme de la Terre elle-même. Est-ce une coïncidence ? Ou sous-estimons-nous discrètement la profondeur de l'intelligence antique ? On nous enseigne que la connaissance évolue en ligne droite, que le passé est grossier et le présent éclairé, que la précision nous appartient à nous seuls. Mais ce monument ne se comporte pas comme une relique de l'ignorance. Il se comporte comme quelque chose de délibéré, mesuré, patient. Ce soir, nous allons suivre les mathématiques gravées dans la pierre, non pas pour défendre des super-civilisations perdues ou des technologies interdites, mais pour affronter une possibilité bien plus troublante. Que nos hypothèses modernes sur le progrès, l'intelligence et l'histoire soient les outils les moins fiables que nous apportons au monde antique. Et si cela est vrai, alors la pyramide n'est pas une énigme à résoudre, c'est un miroir. Et ce qu'elle reflète pourrait changer la façon dont nous nous percevons. La grande pyramide de Gizeh n'est pas mystérieuse parce que nous ne savons pas qui l'a construite. Elle n'est pas mystérieuse parce que nous ne connaissons pas les dates, les dynasties ou les noms. Elle est mystérieuse parce que, même après des siècles d'études, elle refuse de se comporter comme elle le devrait. Ce n'est pas une ruine oubliée, enfouie sous le mythe. C'est l'une des structures les plus mesurées, étudiées et scrutées de la Terre. Napoléon a fait venir des scientifiques pour l'étudier. Les ingénieurs victoriens l'ont parcouru à quatre pattes avec des chaînes et des fils à plomb. Les chercheurs modernes l'ont scanné avec des lasers, des satellites, des détecteurs de muons et des instruments géodésiques de haute précision. Et pourtant, les questions ne s'estompent pas. Elles s'affinent. La grande pyramide occupe une superficie de plus de 5 hectares. Sa hauteur d'origine atteignait environ 146,6 mètres. Plus de 2 millions de blocs de calcaire, dont beaucoup pèsent plusieurs tonnes, ont été placés avec une précision qui défie toute explication simple. La base est plane à quelques centimètres près sur toute sa longueur. Les angles sont si carrés que les constructeurs modernes ont du mal à les reproduire sans outils de mesure avancés. Le plus troublant de tout est son orientation. Chaque face de la pyramide est alignée presque parfaitement avec les points cardinaux. Nord, sud, est et ouest. L'écart par rapport au nord géographique n'est pas mesuré en degrés, mais en fractions de degrés. Dans certaines analyses, il n'est que de quelques minutes d'arc. Ce n'est pas une estimation. C'est un fait confirmé par des générations de géomètres, de Flinders Petrie, au XIXe siècle, aux mesures satellitaires modernes. Pour obtenir ce résultat aujourd'hui, nous utiliserions le GPS, des théodolites numériques, et une correction informatique pour la courbure de la Terre. Les constructeurs de la Grande Pyramide ne disposaient d'aucun de ces outils. Ils n'avaient pas de boussole, pas d'outils en fer, pas de trigonométrie écrite. Et pourtant, l'alignement est parfait. Ceci seul serait déjà impressionnant. Mais impressionnant n'est pas synonyme d'anomalie. Les peuples anciens étaient capables, intelligents et patients. Ils observaient le ciel avec attention. Ils marquaient les cycles avec révérence. La précision, en soi, ne nécessite pas la science moderne. L'anomalie commence lorsque la précision se répète d'une manière qui semble mathématiquement obstinée. À maintes reprises, lorsque les chercheurs mesurent cette structure, ils rencontrent des proportions qui s'alignent avec des relations géométriques fondamentales. Pas une fois, pas deux fois, mais de manière persistante, des ratios qui apparaissent que l'on examine la hauteur par rapport à la base, la pente par rapport au périmètre ou la diagonale par rapport à la face. Il ne s'agit pas d'approximations vagues tirées d'une numérologie créative.
Ce sont des relations mesurables et reproductibles qui apparaissent quel que soit celui qui effectue la mesure. C'est là que nous devons être prudents. La question n'est pas de savoir si les anciens Égyptiens connaissaient la physique avancée. Il n'existe aucune preuve crédible qu'ils aient calculé la vitesse de la lumière, dérivé la mécanique quantique ou cartographié le cosmos à l'aide d'équations modernes. Affirmer cela serait paresseux et sensationnaliste. La véritable question est beaucoup plus subtile et beaucoup plus troublante. Pourquoi cette structure, construite avec des outils de l'âge du bronze et des mathématiques pré-alphabétiques, continue-t-elle à recouper la géométrie fondamentale? Pas la géométrie symbolique, pas les rapports décoratifs, mais les relations liées au cercle, aux pentes et aux proportions que les mathématiques modernes reconnaissent comme fondamentales. Certains égyptologues affirment que ces rapports découlent naturellement de choix pratiques de construction. Choisissez une pente stable. Choisissez une hauteur gérable. Choisissez une base qui correspond au rituel et au terrain. La géométrie, affirme-t-il, suit la fonction. Les mathématiques sont un sous-produit, pas un message. D'autres, notamment des mathématiciens et des ingénieurs, sont moins à l'aise avec ce rejet. Ils soulignent que les choix pratiques n'ont pas besoin d'aboutir à des relations mathématiquement aussi élégantes. La stabilité n'exige pas un alignement quasi parfait. L'utilité ne nécessite pas une telle cohérence entre les dimensions. Entre ces positions se trouve une tension qui n'a jamais été résolue. Et cette tension est philosophique. La science moderne repose sur une hypothèse si profondément ancrée que nous la remettons rarement en question. Le progrès est linéaire. Les connaissances s'accumulent. Chaque génération est plus grande que la précédente. Le passé est primitif par définition, et le présent est le summum de la compréhension. La grande pyramide n'est pas d'accord. Elle ne crie pas. Elle ne s'explique pas. Elle se tient simplement là, immuable, tandis que nos modèles tournent autour d'elle et ne parviennent pas à la contenir entièrement. Même les sceptiques admettent qu'il se passe quelque chose d'inhabituel. Des chercheurs d'institutions telles que l'Université de Washington ont publié des analyses montrant que certains ratios sont mathématiquement exacts une fois les dimensions d'origine reconstituées. Des revues archéologiques documentent des levées géodésiques confirmant l'extraordinaire cohérence de la géométrie de la structure. Les ingénieurs qui étudient les constructions anciennes admettent que, même aujourd'hui, reproduire ce niveau de précision à une telle échelle serait coûteux et complexe. Et pourtant, aucun texte ancien ne nous explique pourquoi. Il n'y a aucune inscription expliquant l'intention. Aucune tablette ne décrit la philosophie de conception. Aucun plan n'a été conservé sur papyrus. Il ne nous reste que la pierre et le silence. Ce silence est souvent rempli d'extrêmes. D'un côté, des affirmations sur des civilisations perdues, des ingénieurs extraterrestres ou des cultures mondiales oubliées dotées d'une science avancée. De l'autre, un refus total de s'intéresser aux données, réduisant tout à une coïncidence et à une interprétation excessive. Ces deux positions passent à côté de la question plus profonde. Car la grande pyramide n'exige pas de croire à l'impossible. Elle exige de l'humilité. Elle nous demande de considérer que l'intelligence ancienne peut ne pas ressembler à l'intelligence moderne. Que la connaissance ne progresse pas toujours en ligne droite. Que des façons entières de comprendre le monde peuvent surgir, atteindre leur apogée et disparaître sans laisser derrière elles de manuels d'instruction pour l'avenir. Et si les constructeurs n'avaient pas codé de secrets à décoder? Et s'ils avaient simplement exprimé une vision du monde si stable, si cohérente en elle-même, qu'elle se manifeste comme une harmonie mathématique, qu'ils l'aient voulu ou non? Dans ce cas, les mathématiques ne sont pas un message, elles sont une empreinte digitale. L'empreinte digitale d'une civilisation qui privilégiait l'alignement à la vitesse, la permanence à la commodité, la précision à l'expansion. Et si cela était vrai,
alors la Grande Pyramide n'est pas impressionnante parce qu'elle nous cache des connaissances. Elle est troublante parce qu'elle reflète quelque chose que nous avons peut-être perdu, l'hypothèse selon laquelle plus ancien signifie toujours plus simple, que moderne signifie toujours supérieur, que le progrès est garanti. Si c'était la seule coïncidence, elle serait oubliable, une curiosité architecturale, une note de bas de page dans l'histoire. Mais ce n'est pas la seule. Et à mesure que nous nous enfonçons dans la pierre, dans les chiffres et dans les hypothèses que nous remettons rarement en question, la pyramide commence à faire quelque chose de remarquable. Elle cesse d'être un objet que nous observons et devient une norme à laquelle nous sommes mesurés. Car la prochaine série de relations intégrées dans cette structure ne remet pas seulement en question la façon dont la pyramide a été construite. Elle remet en question la façon dont nous mesurons le monde lui-même. Si cela vous intrigue, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour participer à notre aventure. Le langage de la Grande Pyramide n'est pas écrit en symboles ou en inscriptions. Il est écrit dans la pierre, la pente et les proportions. Pour le comprendre, nous devons abandonner la façon dont la mathématique moderne pense. Nous devons nous éloigner des équations, des constantes et des symboles abstraits et entrer dans un monde où les nombres n'étaient pas des idées, mais des actions. Les constructeurs de l'Égypte antique ne calculaient pas les angles comme nous le faisons. Ils ne parlaient pas de degrés, de radians ou de fonctions trigonométriques. Ils travaillaient avec quelque chose de beaucoup plus tactile et pratique. On l'appelait le séqued. Le séqued n'était pas un angle, c'était une relation. Plus précisément, il décrivait la distance horizontale parcourue par un mur vers l'intérieur pour chaque unité de hauteur verticale. En termes modernes, c'est l'inverse d'une pente, exprimée non pas sous forme de fraction, mais comme une règle physique de construction. Ce système est documenté dans des textes mathématiques qui ont survécu, notamment le papyrus mathématique de Rhind, daté d'environ 1650 avant notre ère, mais qui copie clairement des documents beaucoup plus anciens. Ces papyrus n'étaient pas des traités philosophiques. Il s'agissait de manuels de formation destinés aux scribes, aux architectes et aux constructeurs. Ils traitaient de problèmes concrets. Comment construire une rampe? Comment incliner un mur? Comment assurer la stabilité? Le séqued était mesuré en paumes et en doigts. Une coudée était divisée en 7 paumes et chaque paume en 4 doigts. Un séqued décrivait combien de paumes de course horizontale correspondaient à une élévation verticale d'une coudée. Il y a ici quelque chose d'important à noter. Ce système n'a pas besoin de constantes abstraites, pas de cercles, pas de décimales infinies, pas de pi symbolique. C'est la géométrie réduite à l'artisanat, un langage parfaitement adapté à la pierre. Considérons maintenant la Grande Pyramide. Lorsque les chercheurs reconstituent ses dimensions d'origine, y compris le sommet manquant, la pente de ses faces correspond à un séqued d'environ 5 paumes et demi. Ce nombre, exprimé sous forme de rapport, se traduit par une pente que les mathématiques modernes reconnaissent comme étant extrêmement proche de la fraction 22/7. Cette fraction n'est pas pi, mais c'est l'une des approximations rationnelles les plus anciennes et les plus efficaces de pi jamais utilisées. Elle apparaît dans les mathématiques anciennes de plusieurs cultures parce qu'elle fonctionne. Elle est stable, elle est utilisable, et elle produit une géométrie élégante. C'est là que commence la tension. Les anciens Égyptiens n'avaient pas besoin de connaître pi comme une constante pour arriver à ce résultat. Ils n'avaient pas besoin de définir les cercles de manière abstraite, ni de dériver des formules. Tout ce dont ils avaient besoin était une règle proportionnelle qui équilibrait la hauteur, la base et la stabilité. Et pourtant, lorsque cette règle est appliquée à l'échelle de la Grande Pyramide, les mathématiques apparaissent de toute façon. Prenez la hauteur de la pyramide et le périmètre de sa base. La relation entre les deux se rapproche de la géométrie d'un cercle avec une précision frappante. Non pas parce que quelqu'un a gravé pi dans la pierre, mais parce que les proportions choisies l'exigeaient.
Ce n'est pas accidentel au sens courant du terme. Ce n'est pas aléatoire. C'est le résultat d'une conception proportionnelle intentionnelle. Les constructeurs ont choisi une pente. Cette pente impliquait un rapport. Ce rapport, lorsqu'il est étendu à une échelle monumentale, a produit une géométrie que les mathématiques modernes reconnaissent qu'est-ce comme fondamentale. C'est ce qui rend le séqued si troublant. Il nous montre que la géométrie sophistiquée ne nécessite pas de mathématiques symboliques. Elle nécessite de la cohérence. Elle nécessite de la discipline. Et surtout, elle nécessite de l'intentionnalité. Les sceptiques modernes affirment souvent que toute pente choisie pour sa stabilité produirait une relation mathématique si on l'examinait de près. C'est vrai. Mais toutes les relations ne sont pas égales. Certaines sont désordonnées. Certaines sont inélégantes. Certaines sont loin des repères mathématiques. Ce n'est pas le cas de la Grande Pyramide. Sa géométrie s'inscrit dans des relations qui sont exceptionnellement nettes, exceptionnellement répétables et exceptionnellement significatives à travers les multiples dimensions de la structure. Hauteur par rapport à la base, pente par rapport au périmètre, angle de la face par rapport à la proportion globale. Les chiffres s'alignent à maintes reprises. C'est pourquoi le séqued est si important pour notre question centrale. Il démontre que les constructeurs ne faisaient pas de suppositions. Ils n'improvisaient pas. Ils n'empilaient pas des pierres jusqu'à ce que quelque chose tienne debout. Ils exécutaient un plan régi par des règles proportionnelles qui avaient été testées, enseignées et préservées. Et ces règles, lorsqu'elles sont appliquées à leur expression la plus ambitieuse, recoupent la géométrie que la science moderne considère comme fondamentale. Cela ne signifie pas que les constructeurs connaissaient le nombre pi tel que nous le connaissons. Rien ne prouve qu'ils aient en main conçu des nombres irrationnels ou des décimales infinies. Mais cela signifie qu'ils comprenaient quelque chose d'aussi puissant. Ils comprenaient la relation. Ils comprenaient que la forme émerge du rapport, que la stabilité émerge de l'équilibre, que la géométrie n'est pas une abstraction imposée au monde, mais un modèle révélé à travers lui. Dans les mathématiques modernes, nous partons de symboles pour dériver une structure. Dans la construction égyptienne antique, on partait de la structure pour laisser émerger les mathématiques. Cette différence est cruciale. Elle suggère que la Grande Pyramide n'a pas été conçue par des personnes cherchant maladroitement à atteindre des idées avancées qu'elles ne possédaient pas encore. Elle a été conçue par des personnes opérant avec aisance dans un système optimisé pour la réalité physique et non pour la représentation symbolique. La pierre ne se soucie pas des équations, elle se soucie de l'équilibre, et le séqued était un langage qui parlait directement à la pierre. Cela explique également pourquoi la géométrie apparaît encore et encore. Pas seulement sur une pente, pas seulement dans un rapport, mais à travers plusieurs pyramides, à travers les générations, à travers les dynasties. Le séqued n'était pas une expérience ponctuelle, c'était une tradition affinée au fil des siècles, transmise de maître à apprenti, ancrée dans la pratique plutôt que dans la théorie. Lorsque les constructeurs de la Grande Pyramide ont choisi leur pente, ils n'ont pas inventé quelque chose de nouveau. Ils ont fait leur choix parmi un héritage de connaissances qui avait déjà fait ses preuves. Et pourtant, dans la Grande Pyramide, cet héritage a atteint son apogée, littéralement et mathématiquement. Les proportions choisies ici n'étaient pas simplement fonctionnelles, elles étaient maximales. Elles ont poussé le système à ses limites. Et lorsqu'elles l'ont fait, les mathématiques sont devenues impossibles à ignorer. C'est pourquoi rejeter la géométrie comme une coïncidence semble incomplet. Une coïncidence ne se produit qu'une seule fois. La tradition se répète. Le design persiste. Si cette géométrie était accidentelle, elle n'apparaîtrait qu'une seule fois. Si elle était fortuite, elle varierait énormément. Ce n'est le cas ni dans un cas ni dans l'autre. Au contraire, elle apparaît avec retenue, avec cohérence, avec une insistance discrète qui suggère quelque chose de plus profond à l'œuvre.
le Seked, ne prouve pas l'existence d'un savoir caché. Il prouve l'existence d'une proportion intentionnelle. Et une fois que vous acceptez cela, la pyramide change. Elle cesse d'être un tas de pierres empilées par la force brute. Elle devient un argument formulé sans mots, un argument selon lequel le rapport, et non les chiffres, est le premier langage de la réalité. Et si cela est vrai, alors la question suivante devient inévitable. Si les constructeurs comprenaient si bien les proportions dans la pierre, où d'autre cette compréhension s'est-elle étendue? Car lorsque nous suivons ces ratios au-delà de la pente et de la hauteur, ils commencent à toucher quelque chose de bien plus grand que l'architecture. Ils commencent à toucher l'échelle de la Terre elle-même. Il y a un moment dans l'étude de la Grande Pyramide où la géométrie cesse de se comporter poliment. Cela se produit lorsque les chercheurs prennent du recul par rapport aux pentes et aux pierres individuelles et mesurent plutôt la structure dans son ensemble. Pas l'angle d'une face, pas la taille d'un bloc, mais la relation entre la base entière de la pyramide et sa hauteur. Lorsque ce calcul est effectué, quelque chose d'extraordinaire apparaît discrètement. Prenez le périmètre de la base de la Grande Pyramide, mesurez les 4 côtés ensemble, puis divisez cette longueur totale par la hauteur d'origine de la pyramide. On obtient alors un nombre étonnamment proche de 2 fois pi. Ce n'est pas vaguement similaire, ce n'est pas symboliquement suggestif. Mais c'est suffisamment précis, numériquement, pour faire réfléchir les ingénieurs. Cette relation a été documentée à plusieurs reprises, depuis les premières études de Flinders-Petrie au XIXe siècle, jusqu'aux reconstructions géodésiques modernes utilisant des données satellitaires et le balayage laser. Les chiffres varient légèrement en fonction des hypothèses concernant l'érosion et les pierres de revêtement, mais la relation persiste dans une fourchette étroite. Le périmètre de la base divisé par la hauteur est approximativement égal à 2 pi. Pour un esprit moderne, cela est provocateur. Pi est la constante fondamentale qui relie la circonférence d'un cercle à son diamètre. Elle est intégrée dans les ondes, les orbites, les rotations et les cycles. La voir apparaître à l'échelle d'un monument construit des milliers d'années avant les mathématiques symboliques est profondément troublant. Mais c'est là que la discipline entre en jeu. Les égyptologues sont catégoriques sur un point. Il n'existe aucune preuve que les anciens Égyptiens possédaient pi comme constante abstraite. Aucun papyrus ne le définit, aucun symbole ne le représente, aucune formule ne l'invoque. Les mathématiques égyptiennes étaient concrètes, procédurales et finies. Ils travaillaient avec des fractions, ils travaillaient avec des proportions. Ils ne théorisaient pas l'infini. Et pourtant, les mathématiciens qui examinent la structure sont tout aussi clairs sur un autre point. La précision de la relation est réelle. Elle est mesurable. Il ne s'agit pas d'une projection de l'imagination sur la pierre. C'est là tout le paradoxe. Une discipline affirme que les constructeurs n'auraient pas pu avoir cette intention. Une autre affirme que la géométrie est trop cohérente pour être ignorée. Entre ces deux positions se trouve une question à laquelle il n'est pas facile de répondre. Cette relation a-t-elle été conçue ou est-elle apparue spontanément? La rejeter comme une coïncidence semble insuffisant. Mais prétendre qu'il s'agit d'un codage intentionnel de pi étire les preuves au-delà de la crédibilité. Nous nous retrouvons dans une position intermédiaire inconfortable, où aucune des deux explications n'est pleinement satisfaisante. C'est là que les hypothèses modernes commencent à vaciller. Nous avons tendance à croire que les mathématiques doivent être consciemment connues pour être appliquées. Ces constantes doivent être nommées pour être utilisées. Cette précision nécessite de l'abstraction. Mais l'histoire ne soutient pas toujours ce point de vue. De nombreux systèmes physiques convergent naturellement vers des rapports optimaux sans avoir conscience des constantes qu'ils expriment. Les bulles de savon minimisent la surface. Les orbites planétaires s'établissent dans des résonances stables.
Les structures construites pour être solides adoptent souvent des géométries que les mathématiques reconnaissent plus tard comme élégantes. La question n'est donc pas de savoir si les Égyptiens connaissaient pi. La question est de savoir si les proportions de la pyramide représentent une convergence vers une inévitabilité géométrique. Considérez ce que les constructeurs essayaient de réaliser. Une structure d'une hauteur sans précédent, une stabilité extrême, une défaillance minimale des matériaux, une répartition uniforme du poids, une pente pouvant être construite de manière sûre, répétée et fiable sur les 4 faces. Ces contraintes réduisent considérablement l'éventail des conceptions viables. Lorsque ces contraintes sont appliquées de manière cohérente, la géométrie qui en résulte n'est peut-être pas arbitraire du tout. Elle peut s'établir dans des relations qui reflètent les mathématiques fondamentales, car celles-ci décrivent la manière dont les systèmes physiques se stabilisent. Dans cette interprétation, pi n'est pas codé, il émerge. Mais cette explication introduit un nouveau malaise. Car l'émergence n'est pas aléatoire. Si plusieurs contraintes de conception convergent vers le même rapport élégant, alors les constructeurs ne se contentaient pas d'empiler des pierres. Ils naviguaient dans un espace de conception complexe avec une intuition remarquable. Ils sélectionnaient des proportions qui satisfaisaient simultanément les exigences structurelles, pratiques et esthétiques. Et ils le faisaient avec une cohérence étonnante. Cela nous ramène à la tension non résolue au cœur de la pyramide. Cette conception pratique produit-elle une beauté mathématique par accident? Ou la beauté mathématique est-elle une conséquence inévitable d'une bonne conception? À quel moment la coïncidence exige-t-elle une explication? Une coïncidence est insignifiante. Deux peuvent être intéressantes. Mais lorsque la géométrie s'aligne sur la pente, le périmètre, la hauteur et la proportion globale, le poids du rejet devient plus lourd. La pyramide ne nous donne pas un seul nombre surprenant. Elle nous donne un système. C'est pourquoi les chercheurs sérieux continuent de débattre de la question sans parvenir à une conclusion. Les archéologues mettent l'accent sur le contexte culturel et mettent en garde contre l'application des mathématiques modernes aux monuments anciens. Les mathématiciens et les ingénieurs, moins contraints par la prudence historique, notent que les chiffres refusent de disparaître, quelle que soit la prudence des mesures. Aucune des deux parties n'est malhonnête. Elles parlent simplement des langages différents. L'un parle le langage des preuves, l'autre parle le langage des modèles. Et la grande pyramide se tient silencieusement entre eux, n'appartenant pleinement à aucun des deux. Ce qui rend ce paradoxe si puissant, c'est qu'il n'invite pas à des explications mystiques. Il invite à l'humilité. Il nous rappelle que la connaissance ne s'annonce pas toujours sous forme de symboles, que la compréhension peut être incarnée plutôt qu'écrite, qu'une civilisation peut exprimer sa maîtrise, non pas à travers des textes qui survivent, mais à travers des structures qui perdurent. Peut-être que les constructeurs n'encodaient pas des chiffres pour que les générations futures les décodent. Peut-être faisaient-ils quelque chose de beaucoup plus simple et de beaucoup plus profond. Peut-être encodaient-ils l'équilibre entre la hauteur et la largeur, entre l'ambition et la stabilité, entre l'aspiration et la gravité. Dans une telle vision du monde, les mathématiques ne sont pas un domaine de pensée distincte. Elles sont l'ombre projetée par un bon design, un sous-produit de l'harmonie plutôt qu'un objectif de calcul. Si cela est vrai, alors l'apparition de relations de type pi n'est pas un message caché dans la pierre. C'est une conséquence de l'alignement entre l'intention et la réalité. Et cette interprétation change tout. Car si l'équilibre est le véritable langage de la pyramide, alors les mathématiques que nous observons ne se limitent pas à un seul rapport. Elles devraient apparaître partout où l'équilibre est recherché à grande échelle. Et, de manière troublante, c'est exactement ce qui se passe. Lorsque les chercheurs vont au-delà de la pyramide elle-même et commencent à comparer ses dimensions aux proportions de la Terre qui se trouve en dessous, les chiffres ne deviennent pas plus confus,
ils deviennent plus grands et beaucoup plus difficiles à ignorer. Car les relations suivantes suggérées par cette structure ne font pas seulement écho à la géométrie. Elles font écho à la forme de la planète sur laquelle nous nous trouvons. Bien avant que le nombre d'or n'acquiert son nom moderne ou sa mystique, il existait discrètement comme un problème de proportion. Sa première description connue n'apparaît pas dans l'art ou le mysticisme, mais dans la géométrie. Dans les éléments d'Euclide, écrits vers le IIIe siècle avant Jésus-Christ, le nombre apparaît comme un moyen de diviser une ligne de manière à ce que le tout soit proportionnel au segment le plus grand, comme le plus grand est proportionnel au plus petit. Il n'était pas appelé nombre d'or. Il n'était pas célébré, il était simplement utile. Ce rapport d'environ 1,618 sera plus tard désigné par la lettre grecque phi. Mais pendant la majeure partie de l'histoire, il n'avait ni symbole ni aura. Il apparaissait lorsque la géométrie exigeait l'équilibre plutôt que la symétrie, lorsque les moitiés égales échouaient et que les parties inégales produisaient de la stabilité. En architecture, cela avait son importance. Les structures construites par l'homme doivent concilier des forces concurrentes. Charge et portée, hauteur et largeur, compression et tension. Lorsque ces forces sont équilibrées efficacement, certaines proportions se répètent, non pas parce qu'elles sont sacrées, mais parce qu'elles fonctionnent. Le nombre d'or est l'une de ces proportions. Il apparaît dans la géométrie pentagonale, dans les spirales dérivées d'une croissance récursive, dans les formes où chaque partie doit soutenir l'ensemble sans redondance. Au fil du temps, les constructeurs ont remarqué que certaines proportions semblaient stables, d'autres maladroites. Bien avant que quiconque ne mesure explicitement phi, il était déjà ancré dans la pratique. C'est là que les discussions modernes perdent souvent leur rigueur. Il n'existe aucune preuve crédible que les anciens Égyptiens aient nommé, calculé ou symbolisé le nombre d'or. Aucun papyrus ne le mentionne. Aucune inscription dans les temples n'y fait référence. Les affirmations selon lesquelles phi régissait l'art ou la cosmologie égyptien s'effondrent lorsqu'on les examine de près. Et pourtant, les mesures de la Grande Pyramide continuent de produire des relations qui se rapprochent de ce rapport. Plus précisément, lorsque les chercheurs examinent certaines diagonales de face par rapport à la moitié de la longueur de la base, ou comparent les hauteurs obliques aux dimensions de la moitié de la base, les rapports obtenus sont proches d'un virgule 16 un autre chaud. Ce n'est pas exact. Ce n'est pas mathématiquement parfait. Mais c'est toujours proche. Ce n'est pas une preuve d'un codage intentionnel. Les chercheurs mettent à juste titre en garde contre le fait d'imposer des abstractions modernes à des pierres anciennes. La précision varie en fonction des hypothèses de reconstruction, des estimations d'érosion et de la méthodologie de mesure. Mais rejeter complètement ce modèle soulève une autre question. Pourquoi la perception humaine, à travers les cultures et les siècles, reconnaît-elle à plusieurs reprises certaines proportions comme harmonieuses, même lorsqu'aucune théorie ne les explique? L'histoire de l'architecture fournit des indices. Dans les temples grecs classiques, les cathédrales de la Renaissance et même les ponts modernes, les systèmes proportionnels convergent souvent vers des rapports qui équilibrent la cohérence visuelle et la logique structurelle. Ces systèmes sont rarement identiques. Ils sont adaptés, modifiés, approximés, mais ils partagent un objectif commun. Ils recherchent l'harmonie. L'harmonie n'est pas une décoration, c'est l'efficacité rendue visible. Une structure qui répartit la force de manière uniforme semble stable. Une façade qui s'aligne sur la perception humaine semble cohérente. Au fil du temps, les constructeurs apprennent quelles proportions durent et lesquelles échouent. Cette connaissance ne nécessite pas d'équation, elle nécessite de la mémoire. Les constructeurs de la Grande Pyramide ne travaillaient pas de manière isolée. Ils ont hérité de siècles d'expérience en matière de construction. Les mastabas, les pyramides à degrés,
les expériences ratées et les améliorations progressives ont précédé Gizeh. Chaque échec a enseigné la retenue, chaque succès a renforcé la proportion. Au moment où la Grande Pyramide a été conçue, l'architecture égyptienne avait atteint une phase de maturité. La construction en pierre à grande échelle n'était plus expérimentale. Elle était disciplinée. Dans le cadre de cette discipline, certains ratios auraient prouvé leur valeur. Non pas parce qu'ils étaient mathématiquement élégants, mais parce qu'ils équilibraient efficacement les forces et résistaient. C'est là que le nombre phi prend tout son sens, non pas comme un code mystique, mais comme un attracteur statistique. Lorsque les systèmes sont contraints par la stabilité, la répartition des charges et les limites des matériaux, ils ont tendance à se regrouper autour de certaines proportions. Le nombre phi n'apparaît pas parce qu'il est magique, mais parce qu'il se trouve à l'intersection où des exigences concurrentes sont satisfaites avec un minimum de compromis. Cette interprétation correspond à la façon dont le nombre phi apparaît dans la nature. Non pas comme un commandement, mais comme un résultat. Les feuilles s'enroulent en spirale pour minimiser les chevauchements. Les coquillages s'étendent de manière logarithmique pour conserver leur forme. La croissance suit ce rapport parce que celui-ci préserve la continuité. Dans cette optique, l'apparition de relations de type phi dans la Grande Pyramide n'est ni une preuve ni une illusion. C'est la preuve d'une culture du design qui comprenait intuitivement l'équilibre. Mais cela soulève une question plus profonde et plus troublante. Pourquoi la perception humaine trouve-t-elle ces proportions agréables? Les neurosciences apportent des réponses partielles. Le système visuel privilégie les motifs qui ne sont ni trop répétitifs, ni trop chaotiques. Les ratios comme phi se situent entre la prévisibilité et la surprise. Ils attirent l'attention sans la submerger. Ils semblent naturels, car ils reflètent les modèles de croissance que le cerveau a appris à reconnaître au fil de son évolution. Si cela est vrai, alors l'harmonie n'est pas subjective, elle est biologique. Et si l'harmonie est biologique, alors les constructeurs anciens n'avaient pas besoin de philosophie pour la rechercher. Ils n'avaient qu'à répondre à ce qui fonctionnait, à ce qui durait et à ce qui semblait juste. En ce sens, la Grande Pyramide peut représenter l'aboutissement d'un long dialogue entre la réalité matérielle et la perception humaine. Une structure façonnée par des essais, des erreurs et des raffinements jusqu'à ce qu'elle trouve des proportions qui satisfassent à la fois la physique et la vue. Cela recadre tout le débat. La pyramide n'encode pas le nombre d'or comme un message. Elle l'exprime comme une conséquence. Elle n'enseigne pas les mathématiques. Elle révèle ce qui se passe lorsque la structure, la perception et la patience s'alignent. Cela explique également pourquoi les ratios sont approximatifs plutôt qu'exacts. L'abstraction parfaite appartient à la théorie. La construction physique appartient à la tolérance. Les pierres s'ébrèchent, les outils s'usent, le revêtement s'érode. Ce qui importe, ce n'est pas la pureté numérique, mais l'harmonie fonctionnelle. Vue sous cet angle, la pyramide devient moins mystérieuse et plus profonde. Ce n'est pas une calculatrice. Ce n'est pas un code. C'est un témoignage de la façon dont les humains construisaient autrefois avec le temps et non avec la vitesse. Et pourtant, une question reste sans réponse. Si l'harmonie était intentionnelle, si l'équilibre guidait ses proportions à travers la pente, la hauteur et la face, alors l'harmonie n'était pas recherchée pour elle-même. L'harmonie est toujours relative. Elle existe entre les choses, entre la structure et l'environnement, entre le monument et le paysage, entre l'intention humaine et l'échelle planétaire. Ce qui nous amène au seuil suivant. Si la Grande Pyramide incarne l'harmonie, alors la question la plus importante n'est pas de savoir comment elle se rapporte à elle-même. C'est avec quoi elle était censée s'harmoniser. Et lorsque nous élargissons suffisamment le cadre, la réponse ne se trouve peut-être pas dans la pierre ou le ciel, mais dans les dimensions de la Terre qui se trouvent en dessous. À un certain point,
la géométrie de la grande pyramide cesse de pointer vers l'intérieur. Elle commence à pointer vers l'extérieur. Au-delà des pentes et des faces, au-delà des proportions contenues dans la structure elle-même, les chercheurs ont remarqué quelque chose d'inattendu lorsqu'ils ont appliqué un facteur d'échelle unique aux dimensions de la pyramide. Un nombre qui ne trouve pas son origine dans l'égyptologie, mais dans la géodésie. Cetrdesmit, tris, tuxtoshi, divisimti. Ce nombre découle naturellement des cycles astronomiques. Il est le produit de 12, le nombre de mois, et de 3600, le nombre de degrés dans un cercle exprimé en minutes d'arc. Bien avant la science moderne, les cultures anciennes divisaient le ciel en utilisant ce système. Non pas parce qu'elles comprenaient la mécanique orbitale, mais parce que les cieux exigeaient de la régularité. Lorsque ce facteur d'échelle est appliqué à la grande pyramide, les résultats sont troublants. Multipliez la hauteur d'origine de la pyramide par 43 200, et le résultat se rapproche fortement du rayon polaire de la Terre. Multipliez le périmètre de sa base par le même facteur, et le résultat correspond à la circonférence équatoriale de la Terre. Pas métaphoriquement, numériquement. Ces relations ne sont pas parfaites. Elles dépendent d'hypothèses sur les pierres de revêtement d'origine et la hauteur du sommet. Mais même avec des estimations prudentes, l'alignement reste dans une marge étroite. C'est là le cœur de l'hypothèse, un 93-200. Elle ne prétend pas que la pyramide est une maquette à l'échelle de la Terre. Elle avance une hypothèse plus modérée et plus troublante. Elle affirme que les dimensions de la structure, lorsqu'elles sont agrandies proportionnellement, reflètent la géométrie de la planète dans deux directions indépendantes, verticale et horizontale. Cette idée n'est pas issue de l'archéologie traditionnelle. Elle a été popularisée à la fin du XXe siècle par des écrivains et des chercheurs opérant en dehors du consensus académique, notamment Graham Hancock et Rand Flemath. Ils sont souvent mal compris. Ils ne prétendent pas détenir une autorité infaillible. Ils ne présentent pas leurs travaux comme des vérités scientifiques établies. Ils se positionnent comme des critiques de l'orthodoxie, arguant que l'archéologie est parfois trop conservatrice dans ses hypothèses sur les connaissances anciennes. Hancock, en particulier, a souligné à plusieurs reprises que son rôle n'est pas d'apporter des réponses définitives, mais de se demander si certaines questions ont été prématurément closes. Dans le cas de la pyramide et de la mise à l'échelle de la Terre, son argumentation est prudente mais provocatrice. Si les constructeurs anciens n'avaient aucune conception des dimensions de la Terre, pourquoi un seul facteur d'échelle relie-t-il la pyramide à la fois au rayon et à la circonférence de la planète? Flemath a abordé la question sous un angle différent, en explorant la question de savoir si les monuments anciens codent les connaissances planétaires par le biais de proportions plutôt que de mesures. Ces travaux relient la géométrie pyramidale à des théories plus larges sur la cartographie ancienne, bien que celle-ci reste controversée. Les chercheurs traditionnels réagissent avec un scepticisme affiché. Ils affirment que les dimensions de la Terre n'ont pas été calculées de manière fiable avant la période hellénistique, notamment par Ératosthène au IIIe siècle avant notre ère. Sa méthode, qui utilisait les angles d'ombre et les distances connues, nécessitait des concepts avancés qui n'étaient pas attestés dans l'Égypte de l'Ancien Empire. Ils soulignent également une faille critique. Les mesures de la Terre utilisées aujourd'hui sont exprimées en unités modernes. Mètres, kilomètres, systèmes décimaux. L'application rétroactive de ces unités invite à la coïncidence. Avec suffisamment de facteurs d'échelle, des modèles émergeront toujours. Cette critique est valable. La pyramide n'a pas été construite en mètres. La Terre n'a pas été mesurée en kilomètres. Toute corrélation doit être examinée avec une extrême prudence. Et pourtant, le malaise persiste, car le même facteur fonctionne deux fois. Si la relation n'apparaissait que dans la hauteur, elle pourrait être écartée comme un facteur d'échelle sélectif. Si elle n'apparaissait que dans la base, cela pourrait être une coïncidence.
Mais lorsque les dimensions verticales et horizontales s'alignent sous le même multiplicateur, le poids statistique change. Les critiques répondent en invoquant le biais de confirmation. Les humains excellent dans la recherche de modèles, surtout lorsqu'ils sont motivés à le faire. Parmi les innombrables ratios possibles, nous mettons en évidence ceux qui correspondent. Cela aussi est valable, mais cela ne résout pas entièrement la tension. Car les dimensions de la grande pyramide n'étaient pas arbitraires. Elles étaient limitées par les matériaux, la main-d'œuvre et l'objectif. Dans le cadre de ces contraintes, l'éventail des tailles possibles était limité. Le fait qu'un facteur d'échelle spécifique corresponde si parfaitement aux dimensions planétaires reste, pour le moins, curieux. Ce qui différencie cette discussion de la numérologie, c'est qu'elle traite de quantités physiques, rayons, circonférence, hauteur, périmètre. Ce ne sont pas des nombres symboliques, ce sont des mesures liées à la géométrie. Pourtant, aucun égyptologue traditionnel n'accepte l'idée d'un codage géodésique intentionnel. Il n'existe aucune inscription décrivant les mesures de la Terre, aucun enregistrement de levées topographiques mondiaux, aucune preuve de calcul systématique de la latitude. La position académique est claire. Ces alignements, bien qu'intéressants, ne prouvent pas une connaissance ancienne de l'échelle planétaire. Mais la preuve n'est pas le seul critère à prendre en considération. Il y a aussi la plausibilité. Une civilisation aurait-elle pu, grâce à une observation à long terme du ciel et de l'horizon, développer un sens intuitif de la courbure de la Terre sans la formaliser mathématiquement? Une pensée proportionnelle, appliquée de manière cohérente, aurait-elle pu produire des structures qui résonnent avec la géométrie planétaire sans intention explicite? Ces questions restent ouvertes. Certains chercheurs suggèrent que la pyramide pourrait refléter un symbolisme cosmologique plutôt qu'une mesure, que ses proportions reflètent l'ordre perçu dans le monde et non des dimensions calculées. Dans cette optique, l'échelle terrestre est une propriété émergente de l'architecture symbolique et non une modélisation scientifique. D'autres affirment que l'alignement est fortuit mais révélateur. Il montre à quel point les esprits modernes projettent facilement les connaissances contemporaines vers le passé. La pyramide devient un test de Rorschach, reflétant notre désir de trouver un sens au passé. Les deux interprétations ont leur mérite. Ce qui est indéniable, c'est que les calculs mathématiques sont suffisamment proches pour susciter un débat parmi les penseurs sérieux. Pas les mystiques marginaux, mais les ingénieurs, les géomètres et les géodésistes qui comprennent la difficulté d'obtenir une telle cohérence proportionnelle par hasard. La Grande Pyramide ne nous dit pas que les anciens Égyptiens ont mesuré la Terre. Elle nous dit quelque chose de plus subtil. Elle nous dit que la conception proportionnelle, lorsqu'elle est réalisée à une échelle monumentale, peut faire écho à la géométrie de la planète elle-même. Que certains rapports, une fois choisis, résonnent au-delà de leur contexte immédiat. La question de savoir si cette résonance était intentionnelle ou fortuite reste sans réponse. Mais la question se précise. Si cette mise à l'échelle est une coïncidence, pourquoi fonctionne-t-elle à la fois verticalement et horizontalement? Pourquoi un facteur relie-t-il la hauteur au rayon et le périmètre à la circonférence? Pourquoi la pyramide, lorsqu'elle est agrandie mathématiquement, semble-t-elle s'adapter à la Terre plutôt que de s'en éloigner? La coïncidence peut expliquer un alignement. Elle peine à expliquer la symétrie. Et la symétrie est la seule chose que la Grande Pyramide ne semble jamais abandonner. Au fur et à mesure que nous avançons, cette symétrie nous obligera à affronter une possibilité inconfortable. Les anciens constructeurs ne savaient peut-être pas ce qu'ils alignaient, mais ils savaient comment aligner. Et l'alignement, une fois réalisé, a des conséquences qui dépassent largement l'intention. Car la prochaine corrélation attribuée à ce monument n'implique ni mise à l'échelle ni proportion. Elle concerne l'emplacement. Une position à la surface de la Terre que la science moderne trouve d'une précision troublante. Et une fois de plus,
la pyramide refuse de rester silencieuse. Avant l'apparition des satellites, des lasers ou des systèmes de positionnement global, les gens réfléchissaient déjà à la taille du monde dans lequel nous vivons, et dans un cas remarquable, ils l'ont mesuré avec une précision qui ne sera confirmée qu'au XXe siècle. La première mesure scientifique documentée de la circonférence de la Terre provient du monde hellénistique, vers 240 avant Jésus-Christ, à l'époque où la curiosité humaine est passée de la croyance que la Terre était ronde à la mesure de sa taille. Ce bond en avant a été réalisé par Ératosthène de Cyrène, un polymathe grec, géographe et bibliothécaire en chef de la grande bibliothèque d'Alexandrie. Ératosthène était né vers 276 avant notre ère à Cyrène, dans l'actuelle Libye, et s'est finalement installé à Alexandrie, en Égypte, alors centre intellectuel de la Méditerranée. Les érudits d'Alexandrie étudiaient en profondeur les mathématiques, l'astronomie et la géographie, et la forme de la Terre faisait déjà l'objet de recherches sérieuses. Dès le 5e siècle avant notre ère, Pythagore avait défendu l'idée d'une Terre sphérique, et Aristote avait ensuite fourni des preuves empiriques à l'appui de cette théorie. La méthode utilisée par Ératosthène était d'une simplicité trompeuse mais élégante. Il connaissait une ville située loin au sud, Syène, aujourd'hui Assouan, où, au solstice d'été, le jour le plus long de l'année, le soleil était directement au zénith à midi. À Syène, les puits profonds ne projetaient aucune ombre à ce moment précis, ce qui indiquait que les rayons du soleil frappaient la terre à la verticale parfaite. Le même jour, à Alexandrie, à près de 800 km au nord, Ératosthène planta un bâton vertical, un gnomon, dans le sol et mesura son ombre à midi. L'angle de l'ombre indiquait que la lumière du soleil frappait la surface d'Alexandrie à environ 7,2 degrés de la verticale. Il interpréta cela comme environ un cinquantième d'un cercle complet, puisque 360 degrés constituent une rotation complète. Voici l'idée clé: si deux endroits sur Terre voient le même soleil à midi, sous des angles légèrement différents, cette différence d'angle doit refléter la courbure de la Terre entre eux. Si la distance entre les deux villes est égale à un cinquantième de la circonférence totale de la Terre, alors, en multipliant cette distance connue par 50, on obtient la circonférence totale de la Terre. Pour estimer la distance entre Alexandrie et Syène, Ératosthène a consulté des informations sur les temps de trajet et des registres d'arpentage tels que ceux des bématistes. Des marcheurs entraînés dont les pas mesurés étaient utilisés pour mesurer de longues distances dans l'Antiquité. À partir de ces données, il a estimé la distance nord-sud à environ 5000 stades. En multipliant ce chiffre par 50, il a obtenu une estimation de la circonférence de la Terre d'environ 250 000 stades. La longueur exacte de l'unité de stade qu'il a utilisée fait l'objet d'un débat parmi les chercheurs, mais même avec différentes conversions en unités modernes, le résultat d'Ératosthène se situe à quelques pourcents près de la valeur réelle de la circonférence de la Terre. D'après tous les récits historiques, l'expérience d'Ératosthène a fonctionné parce qu'il a utilisé de manière logique les mesures, les angles et la géométrie des cercles, un peu comme une version géante de la trigonométrie. Elle ne nécessitait pas de constantes géométriques, ni de voyages à travers le monde, seulement des observations locales et un raisonnement proportionnel. Elle reste l'une des réalisations scientifiques les plus impressionnantes de l'Antiquité. Au cours des siècles suivants, les érudits ont continué à affiner et à débattre ces mesures. Posidonius, un autre géographe grec du IIe siècle avant Jésus-Christ, a utilisé une méthode angulaire similaire entre différentes villes, mais a obtenu une circonférence nettement plus petite en raison d'estimations de distances inexactes. Plus tard, des penseurs tels que Claudius Ptolémée au IIe siècle après Jésus-Christ ont accepté ces valeurs et les ont intégrées dans des traités géographiques. Même à une époque aussi tardive que le Moyen-Âge, différents personnages comme Aryabhata en Inde et Al-Biruni au XIe siècle
ont calculé indépendamment la taille de la Terre avec une précision remarquable, bien avant que les satellites ne confirment les mesures globales. Mais voici le bouleversement majeur. La méthode d'Ératosthène ne nécessitait aucune notion de carte globale ou de système de coordonnées moderne. Il ne disposait pas de grilles détaillées de longitude et de latitude, et n'utilisait pas non plus de cadres de référence globaux. Il observait simplement les ombres et les distances au sol. Même dans l'Antiquité, les levées à grande échelle reposaient sur la cohérence, la répétition et la patience, et non sur des réseaux électroniques. Les êtres humains disposaient donc des outils d'observation nécessaires pour mesurer la Terre bien avant la Renaissance ou le siècle des Lumières. Les techniques d'arpentage anciennes sont bien documentées. Au-delà du gnomon, les Égyptiens et les Grecs utilisaient des instruments merkets, fil à plomb et outils de visée, pour aligner les structures sur les étoiles et les heures de la nuit. Ils parcouraient des distances mesurées. Ils enregistraient les positions saisonnières du Soleil. Ces méthodes ne permettaient non pas d'obtenir une précision instantanée comparable à celle des satellites, mais elles donnaient des résultats reproductibles et relativement précis compte tenu du contexte. L'implication philosophique est frappante. Nous imaginons souvent que la connaissance détaillée de la taille de la Terre, une mesure globale, nécessitait des cartes mondiales et une technologie avancée. Mais Ératosthène y est parvenu à l'aide d'ombres et de géométrie. Cela nous apprend quelque chose d'essentiel. Les grandes mesures peuvent découler de petites observations locales qui sont répétées, comparées et raisonnées de manière intelligente. Cette approche est à l'origine de la géodésie, la science qui mesure la forme, la taille et le champ gravitationnel de la Terre qui s'est développée au cours de 2 millénaires. Une question plus profonde commence alors à se poser. Si la courbure et la taille de la Terre ont pu être déduites grâce à une observation patiente et à un partage des connaissances dans l'Alexandrie hellénistique, d'autres connaissances proportionnelles ont-elles pu émerger puis disparaître? Existait-il une tradition de mesures à long terme et de connaissances géométriques qui auraient disparu des archives historiques pour refaire surface dans des monuments tels que la Grande Pyramide? Et si les connaissances sur la Terre avaient émergé lentement, s'étaient accumulées au fil des siècles, puis avaient disparu? Auraient-elles pu exister sous forme de compréhension intuitive, codées dans des structures et des alignements plutôt que dans des textes? Les Égyptiens auraient-ils pu appréhender certains aspects de l'échelle de la planète, non pas par des calculs au sens moderne du terme, mais par des proportions, de la géométrie et des observations répétées au fil des générations? Et si tel était le cas, la Grande Pyramide serait-elle plus qu'une tombe ou un monument cérémoniel? Pourrait-elle préserver silencieusement les traces de ce savoir disparu, non pas à travers des instructions écrites, mais à travers la pierre, la pente et l'alignement? Un témoignage d'une façon de comprendre le monde qui précède la science formelle et qui n'a survécu que partiellement dans la mémoire humaine? Ces questions poussent de l'imagination à ses limites. Elles suggèrent que les connaissances humaines étaient peut-être beaucoup plus sophistiquées dans la pratique que ne l'indiquent les documents qui ont survécu. Et elles nous rappellent que l'observation, la patience et les proportions, appliquées de manière cohérente, peuvent révéler des vérités sur le monde qui transcendent le temps, la culture et la technologie. Dans ce contexte, la pyramide n'est pas seulement une structure, c'est un témoignage de l'observation humaine cumulative, une expression matérielle de l'échelle et de la proportion, et un défi silencieux aux hypothèses modernes sur les limites de la science antique. Lorsque vous saisissez les coordonnées de la Grande Pyramide de Gizeh dans un programme cartographique moderne, vous obtenez un chiffre qui semble étrangement familier à un physicien. 29,979,245, 8 degrés de latitude nord. Cette même série de chiffres, réarrangés, correspond exactement à la vitesse de la lumière dans le vide. 299 792 458 mètres par seconde. Ce reflet numérique a attiré l'attention générale
et suscite des spéculations sur des connaissances oubliées ou une sagesse cosmique codée. Mais avant de l'interpréter comme une signification, nous devons examiner cette affirmation avec soin. Le nombre 299 792 458 n'est pas une mesure comme les autres. Il s'agit d'une constante universelle, la vitesse à laquelle la lumière se propage dans le vide est l'un des fondements de la physique moderne. Ce chiffre est exprimé en mètres par seconde, une unité qui n'existait pas avant la création du système métrique à la fin du XVIIIe siècle. Le système métrique a été conçu pour unifier les mesures locales en une norme cohérente plusieurs siècles après la construction de la Grande Pyramide. La latitude, quant à elle, est un système de coordonnées basé sur une grille mondiale imaginaire de degrés, une autre innovation qui a vu le jour plusieurs millénaires après les pyramides. Les Égyptiens de l'Antiquité n'utilisaient pas les degrés de latitude pour positionner leurs monuments. Ils travaillaient en coudées, en paumes et en doigts, orientant les sites à l'aide des étoiles, des ombres et du soleil levant. La science traditionnelle rejette l'idée que ce nombre reflète la compréhension antique. La correspondance repose entièrement sur les unités et les systèmes de mesure modernes. Les constructeurs antiques ne disposaient ni de mètres ni de degrés décimaux. De plus, de nombreuses lignes de latitude passent près du plateau de Gizeh. Choisir 7 décimales pour correspondre à une constante physique moderne est une interprétation très sélective des données. Pourtant, la coïncidence persiste dans l'imaginaire collectif, car elle semble trop précise pour être le fruit du hasard. Cela soulève une question plus délicate sur la manière dont la science moderne traite les coïncidences. Les scientifiques se montrent prudents lorsqu'il s'agit d'interpréter de manière excessive les alignements numériques. Ils exigent des preuves reproductibles, une justification théorique et une vérification indépendante avant de considérer une observation comme significative. En l'absence de telle base, le consensus est que la latitude de la pyramide n'est qu'une latitude. La correspondance avec le nombre de la vitesse de la lumière est intéressante sur le plan numérique, mais sans lien avec l'histoire. Et pourtant, ce rejet peut sembler partial. La science moderne accepte les coïncidences lorsqu'elle confirme des théories existantes, telles que les mesures du rayonnement cosmique fossile ou la confirmation expérimentale des prédictions quantiques. Ces coïncidences renforcent des modèles qui bénéficient déjà d'un soutien théorique. Mais lorsqu'une coïncidence remet en question les hypothèses sur les capacités des civilisations anciennes, la réponse est un rejet rapide, souvent sans chercher à comprendre pourquoi cet alignement existe. Il est essentiel de comprendre que cet alignement de latitude n'implique pas que la pyramide encode la vitesse de la lumière. Il n'existe aucun document archéologique, aucun texte mathématique, aucun artefact suggérant que les Égyptiens avaient une quelconque notion des photons ou de la vitesse de la lumière. La notion de lumière se déplaçant à une vitesse fixe a été estimée pour la première fois de manière qualitative par Hall Rømer en 1676 et mesurée avec précision seulement plusieurs siècles plus tard. Pourtant, la coïncidence demeure. Elle se situe à la frontière entre la curiosité et le scepticisme. Elle est trop précise pour être ignorée, mais contextuellement sans fondement dans la culture qui a construit la pyramide. Cela invite à réfléchir sur la perception humaine et la nature des modèles. Pourquoi certaines coïncidences sont-elles considérées comme significatives lorsqu'elles renforcent nos croyances et rejetées lorsqu'elles remettent en cause nos hypothèses ? Nous croyons aux coïncidences lorsqu'elles confirment nos modèles et les rejetons lorsqu'elles les remettent en question. Le fait que la latitude de la pyramide corresponde à la forme numérique de la vitesse de la lumière n'est pas une preuve. Mais ce n'est rien. Elle nous rappelle le pouvoir de la reconnaissance des modèles par l'être humain et la prudence dont il faut faire preuve lorsqu'on interprète des chiffres sans contexte. Peut-être que la pyramide ne code pas la physique. Peut-être qu'elle code notre propre désir de trouver un lien à travers les millénaires,
de voir les esprits anciens comme plus proches des nôtres. Si tel est le cas, la coïncidence n'est pas un message du passé, c'est un miroir. Elle ne nous demande pas ce que la pyramide savait, mais ce que nous attendons qu'elle sache. La science traditionnelle a longtemps abordé la Grande Pyramide avec prudence, en particulier lorsqu'il s'agit d'allégations de connaissances codées ou de coïncidences mathématiques. Les sceptiques sont prudents et précis dans leur raisonnement, et leurs critiques méritent notre attention car elles révèlent à quel point la perception humaine peut être facilement induite en erreur par des modèles qui semblent significatifs mais qui peuvent être fortuits. L'une des critiques les plus virulentes concerne le biais de conversion des unités. Les Égyptiens de l'Antiquité mesuraient en coudées, en paumes et en doigts. Les calculs modernes convertissent souvent ces dimensions en mètres, kilomètres ou degrés décimaux. Cela crée une illusion de précision. Lorsque la prescha hauteur ou la base de la pyramide est multipliée ou mise à l'échelle dans des unités modernes, elle peut sembler s'aligner sur des constantes telles que pi, le nombre d'or ou même les dimensions de la Terre. Les critiques affirment que cette correspondance ne provient pas de la pyramide elle-même, mais des unités que nous lui imposons des siècles plus tard. Un autre point essentiel est la correspondance sélective des modèles. Les êtres humains sont exceptionnels pour trouver des relations dans les données. Si vous examinez suffisamment de dimensions, d'angles et de ratios, vous en trouverez forcément certains qui correspondent aux constantes scientifiques modernes. Les égyptologues, comme Mark Lehner et Zahi Hawass, soulignent que les pyramides étaient des projets d'ingénierie monumentaux, conçus pour être stables, précis et alignés sur les points cardinaux. Dans le cadre de ces contraintes, certains chiffres ressembleront inévitablement à des constantes modernes, par pure coïncidence. Ces modèles sont convaincants, mais les sceptiques affirment qu'ils ne doivent pas être interprétés comme une connaissance intentionnelle des mathématiques ou de la physique avancée. Le biais de survie ajoute une autre dimension. La Grande Pyramide est la seule structure de cette envergure et de cette conservation à avoir survécu près de 4500 ans presque intacte. Il existait probablement d'innombrables autres monuments, obélisques et temples dont les dimensions, si elles avaient été préservées, auraient pu renforcer ou contredire ces corrélations apparentes. Nous ne voyons que ce qui a survécu. À partir de là, les sceptiques suggèrent que nous surestimons l'importance de ces corrélations, car nous observons un seul exemple extraordinaire plutôt qu'un échantillon représentatif. Les sceptiques soulignent également le contexte historique. La construction égyptienne était régie par des contraintes pratiques, résistance des matériaux, gestion de la main-d'œuvre, symbolisme religieux et orientation astronomique. La précision était une nécessité pour la stabilité, et non nécessairement une démonstration de constantes abstraites. Des auteurs comme Kate Spence, une archéologue qui a étudié l'alignement des pyramides, affirment que leur orientation cardinale précise peut s'expliquer par l'observation répétée des étoiles circumpolaires sans faire appel à des mathématiques avancées ou à des connaissances secrètes. Certains historiens des mathématiques notent que des ratios tels que 22/7 pour pi ou des approximations du nombre d'or pourraient émerger naturellement à travers l'expérimentation géométrique. Les constructeurs qui expérimentent avec des triangles proportionnels simples créeraient, au fil d'itérations successives, des structures dont les dimensions reflètent fortuitement ces constantes. Cela ne nécessite pas de connaissances formelles sur pi, phi ou le rayon de la Terre, mais seulement des mesures et des proportions minutieuses. Pourtant, même les sceptiques reconnaissent quelque chose de remarquable. Si la conversion des unités, l'attention sélective et le biais de préservation peuvent expliquer des coïncidences individuelles, le nombre même de corrélations observées dans la Grande Pyramide, des rapports entre la pente et la base et la hauteur, à l'approximation de pi, en passant par les alignements proportionnels à l'échelle planétaire, dépasse de loin ce que l'on trouve dans la plupart des structures anciennes. Des chercheurs tels que Graham Hancock et Robert Bauval, bien que controversés,
souligne que même si chaque corrélation pouvait être rejetée, le schéma cumulatif est extraordinaire. C'est là que la discussion prend une tournure subtile. La science peut expliquer pourquoi des schémas peuvent apparaître, le hasard, la perception et les mathématiques des ratios. Elle peut rendre compte des coïncidences individuelles, montrant que l'esprit humain est prédisposé à trouver un sens aux chiffres. Ce que la science n'explique pas entièrement, c'est pourquoi cette structure, plus que toute autre, semble en produire autant simultanément. La Grande Pyramide s'aligne non seulement géométriquement, mais aussi proportionnellement, astronomiquement et, selon certains, même numériquement lorsque des unités modernes sont appliquées. Les sceptiques restent convaincus que cela ne représente pas un codage intentionnel des constantes universelles. Ils mettent l'accent sur les preuves, le contexte historique et la méthodologie. Pourtant, la question demeure, même si ce n'est pas intentionnel, pourquoi ce monument singulier semble-t-il résonner avec tant de principes qui semblent fondamentaux pour l'univers? La Grande Pyramide, par sa conception, remet en question la frontière entre coïncidence et intention. La science explique la probabilité des motifs. Mais elle ne parvient pas à expliquer l'extraordinaire densité des motifs concentrés dans une seule structure en pierre. La caractéristique la plus frappante de la Grande Pyramide n'est pas un nombre ou un rapport. C'est la précision absolue de sa construction, réalisée des milliers d'années avant l'existence des machines modernes. Lorsque l'on considère son échelle, près de 146 mètres de haut, couvrant plus de 5 hectares à sa base, le niveau de savoir-faire artisanal est stupéfiant. Chaque coin, chaque arête, chaque bloc témoigne d'un contrôle méticuleux des mesures et de l'alignement. Prenons l'exemple des tolérances des pierres. La plupart des blocs de calcaire qui recouvrent la pyramide s'emboîtent si parfaitement qu'il est impossible d'insérer une lame fine entre eux. Sur les blocs internes, les écarts sont souvent inférieurs à 1/2 centimètre sur des distances de plusieurs dizaines de mètres. À titre de comparaison, les tolérances de construction moderne pour les bâtiments de haute qualité atteignent rarement cette précision sans équipement guidé par laser. Même l'alignement cardinal est étonnant. La Grande Pyramide est alignée presque parfaitement avec le nord, le sud, l'est et l'ouest véritable, à quelques minutes d'arc près. Des chercheurs comme Kate Spence ont suggéré que les constructeurs y sont parvenus en suivant les étoiles circumpolaires, mais même dans ce cas, la méthode exigeait une patience, une répétition et un calibrage immense. Réaliser un tel alignement, sur une base de plus de 230 mètres de long, est une tâche qui représente un défi pour les ingénieurs d'aujourd'hui. Le nivellement de la base est tout aussi impressionnant. Le plan horizontal de la pyramide ne présente qu'un écart de quelques centimètres sur toute sa longueur. Le fait d'avoir mesuré cette surface gigantesque sans outils de nivellement moderne, en s'appuyant plutôt sur des niveaux à eau, des lignes de visée et des mesures itératives, démontre non seulement une compétence technique, mais aussi une compréhension conceptuelle de la géométrie qui a été appliquée de manière cohérente pendant des décennies de construction. Des analyses scientifiques et techniques confirment ces réalités. Des études modernes, notamment des études géodésiques réalisées en 2024, montrent que les dimensions, les pentes et les alignements de la pyramide sont bien plus précis que ce que l'on pourrait attendre de méthodes purement empiriques ou basées sur des essais et des erreurs. Ces mesures ne sont pas des estimations ou des approximations. Elles sont reproductibles, vérifiables et mesurables à l'aide d'instruments contemporains. Cette précision est remarquable car elle résulte entièrement de l'effort humain, de l'observation et de la pratique itérative. Il n'y avait pas de grue, pas de théodolite guidée par laser, pas d'instruments numériques. Les constructeurs s'appuyaient sur des outils simples, fils à plomb, cannes de visée, instruments de nivellement, et ont pourtant atteint un niveau de précision qui défie encore aujourd'hui toute compréhension. C'est là, dans la mécanique de la pierre et la fidélité des mesures, que la Grande Pyramide transcende la simple réalisation architecturale.
La précision implique l'intentionnalité. Quelqu'un a donné la priorité à l'exactitude plutôt qu'à la rapidité, à la commodité ou au coût. Il ne s'agissait pas simplement de construire une tombe ou une structure cérémonielle, mais de démontrer la maîtrise des matériaux, de l'espace et du savoir lui-même. Et cela nous amène à une question plus profonde. La précision implique une priorité. Si la précision était délibérément recherchée, qu'est-ce que les constructeurs considéraient comme si vital que chaque centimètre comptait? Était-ce l'alignement avec les cieux, la stabilité sur des millénaires, l'harmonie symbolique ou quelque chose d'entièrement différent, un principe ou un modèle qui guidait les choix à chaque étape? La réponse n'est pas évidente. Nous pouvons documenter l'ingénierie, mesurer les tolérances des pierres, retracer les alignements, mais la motivation derrière une telle exactitude reste insaisissable. La pyramide est un monument non seulement de pierre, mais aussi de savoir intentionnel, un témoignage de ce que les humains considéraient comme le plus important. Quelle que soit la réponse, un fait reste indéniable. La précision de la pyramide est réelle. Elle existe indépendamment de notre interprétation, défiant toute explication simpliste. Et c'est dans ce fait que réside son pouvoir. L'anomalie n'est pas un chiffre, mais la maîtrise de la construction elle-même, une compétence qui laisse entrevoir des priorités, des valeurs et des connaissances qui ont été largement perdues au cours de l'histoire. La vraie question était la suivante. Si la précision était une priorité, quel était le principe qui la guidait et pourquoi était-elle suffisamment importante pour exiger la perfection sur plus de 5 hectares de pierre? La tentation d'imaginer une technologie perdue est irrésistible. Face à la grande pyramide, avec ses pierres parfaitement ajustées, son alignement cardinal précis et ses tolérances de nivellement inégalées, même dans la construction moderne, beaucoup cherchent instinctivement des explications extraordinaires. Comment une civilisation sans grue, sans poulie ni laser a-t-elle pu produire une structure qui reste précise au centimètre près après près de 4500 ans? Le saut vers la technologie perdue est compréhensible. Mais il est également trompeur. Il n'existe aucune preuve archéologique, aucun outil, mécanisme ou plan qui suggère que les anciens Égyptiens possédaient des machines autres que leurs outils connus, ciseaux en cuivre, traîneaux en bois, leviers, rampes, cordes et fils à plomb de base. Toutes les traces de la construction de la pyramide peuvent être expliquées par le travail et l'ingéniosité humains, appliqués de manière hautement organisée et disciplinée. Ce que nous voyons, c'est une discipline de planification extraordinaire. La grande pyramide n'a pas été construite de manière improvisée ou approximative. L'extraction, le transport, la taille et la mise en place de millions de blocs de calcaire et de granit ont nécessité une coordination à une échelle comparable à celle d'un projet industriel moderne. Les ouvriers devaient maintenir des mesures cohérentes, maintenir le nivellement de la base, ajuster les angles de pente et obtenir un alignement presque parfait sur des centaines de mètres. Cela a nécessité des systèmes de mesure, d'enregistrement et de contrôle de la qualité, maintenus pendant des décennies. Les Égyptiens étaient méthodiques. Des instruments d'arpentage tels que le merkette et le fil à plomb permettaient une orientation précise. L'observation des étoiles circumpolaires fournissait une référence céleste pour l'alignement. Ils utilisaient des tranchées remplies d'eau pour niveler sur de longues distances. Les techniques de taille et de déplacement de pierres marques en pierres massives étaient itératives et collectives, affinées au fil des générations. Les preuves archéologiques montrent que la main-d'œuvre était organisée, logée et approvisionnée de manière à maintenir un flux de travail régulier qui privilégiait avant tout la précision et la cohérence. Pourtant, malgré toute cette discipline, il y a quelque chose de subtil mais de profond dans la grande pyramide qui va au-delà de l'utilisation d'outils. Considérez la répétition des systèmes proportionnels dans toute la structure. Les rapports entre la base et la hauteur, les angles d'inclinaison,
Les dimensions des chambres et les couloirs internes sont tous conformes à des relations géométriques qui restent étonnamment précises. Ce ne sont pas des coïncidences aléatoires. Elles indiquent un état d'esprit en phase avec la proportion, l'harmonie et l'intentionnalité. C'est peut-être là que réside la véritable perte. Ce ne sont peut-être pas les machines qui manquent à l'histoire. C'est peut-être une vision du monde, une façon de penser la connaissance, la proportion et les capacités humaines qui n'existent plus. Les constructeurs de la Grande Pyramide opéraient avec une conception de l'espace et de la matière qui privilégiait la relation plutôt que la quantité brute. Ils mesuraient en coudées et en fractions de coudées, et non avec des constantes abstraites. Ils calibraient les ombres et les angles, et non les ordinateurs. Ils pensaient en termes de ratio, d'alignement et d'harmonique. Vue sous cet angle, la pyramide est moins un casse-tête d'ingénierie qu'une manifestation d'une philosophie de la précision. Le but n'était pas seulement d'ériger un tombeau monumental, mais d'imposer l'ordre au chaos, d'aligner le travail humain sur les modèles célestes et terrestres. Chaque bloc, chaque couloir, chaque chambre était une déclaration de priorité, une démonstration du soin avec lequel ils abordaient le monde. Cette vision du monde explique pourquoi la structure produit autant de coïncidences répétées, qu'il s'agisse de rapports proches de pi, d'alignements qui anticipent les points cardinaux ou de proportions qui font écho au nombre d'or. C'était une culture qui valorisait les relations mesurées plutôt que les calculs bruts. Leur connaissance était ancrée dans la pratique et les processus, et non dans des formules abstraites. Leur génie réside dans le fait de savoir quoi observer, quoi standardiser et quoi répéter avec une fidélité inébranlable. La science moderne présente souvent la question comme un choix binaire. Soit ils avaient perdu leur technologie, soit ils ont accompli quelque chose d'extraordinaire avec des méthodes connues. Mais les preuves suggèrent qu'il faut envisager les choses différemment. Ce n'était pas la technologie qui manquait, ni une mécanique tout à fait extraordinaire. C'était un état d'esprit, une approche disciplinée de l'observation et de la proportion qui leur a permis de réaliser ce qui semble aujourd'hui miraculeux. Considérez les implications. Si la vision du monde des constructeurs mettait l'accent sur l'ordre, l'harmonie et la mesure minutieuse, la pyramide est moins un monument de capacité brute qu'une expression codifiée de l'épistémologie, une façon de penser comment la connaissance du monde pouvait être exprimée dans la pierre. Chaque décision, de la taille des blocs à l'angle de la pente, représente un choix conforme à cette philosophie. Leur méthode était cohérente, reproductible et évolutive. C'est cette cohérence qui donne lieu aux coïncidences numériques qui suscitent si souvent des spéculations, les ratios, les alignements, les approximations de constantes comme pi. Ceux-ci ne proviennent pas de machines perdues, mais de priorités et de principes perdus. Nous voyons des échos de cette vision du monde ailleurs dans la culture égyptienne. La disposition des temples, les obélisques et l'urbanisme mettent tous l'accent sur la proportionnalité et l'alignement avec les cycles célestes. L'art égyptien démontre souvent un respect rigoureux des grilles et des mesures canoniques. La connaissance du cosmos, du temps et de la géométrie était ancrée dans la pratique culturelle et non écrite dans des équations. La Grande Pyramide cristallise cette philosophie à une échelle sans précédent. Comprendre cela nous permet de concilier ce paradoxe apparent. Il n'existe aucun outil que nous reconnaîtrions comme avancé au sens moderne du terme, et pourtant les résultats sont étonnants. La précision découle d'une discipline méthodique, d'un savoir ancré dans la pratique répétée et d'une culture qui privilégie l'exactitude dans toutes les dimensions. L'élément manquant n'est pas mécanique, mais philosophique. Il s'agit d'un concept perdu de ce qui importe dans l'univers, l'accent mis sur les proportions, l'alignement et le calibrage minutieux de l'effort humain par rapport à l'ordre cosmique et terrestre. En ce sens, la Grande Pyramide est une leçon sur le potentiel humain. Elle enseigne que la maîtrise ne nécessite pas uniquement la technologie.
Elles nécessitent une vision, une discipline et une conception du monde qui voit des relations là où d'autres ne voient que de la matière brute. Elles démontrent que lorsque les priorités sont alignées avec précision, le travail humain peut produire des résultats qui perdurent à travers les millénaires. La véritable anomalie n'est donc pas les machines cachées. C'est une intentionnalité perdue. L'engagement envers un principe, une méthode de connaissance et une façon de penser l'espace, la proportion et la permanence que notre perspective moderne a du mal à saisir. La structure elle-même est le témoignage, préservé dans la pierre, d'une civilisation qui valorisait l'ordre et la proportion par-dessus tout. Et en reconnaissant cela, nous sommes confrontés à une question profonde. Peut-être que ce qui a été perdu dans l'histoire n'est pas le moyen de construction, mais l'état d'esprit qui a donné un sens à cette construction, une vision du monde qui voyait l'univers en termes de ratio, d'alignement et d'harmonique, et l'exprimer à travers le travail humain. La pyramide est l'écho de cette philosophie, silencieuse mais indéniable, qui nous invite à reconsidérer ce que nous supposons des limites de la pensée antique. Dans toutes les grandes civilisations, l'architecture reflète la vision du monde de ses constructeurs. Les structures ne sont jamais neutres. Elles sont des déclarations sur l'ordre, la cosmologie et la relation de l'homme à l'univers. Les pyramides d'Égypte, et en particulier la grande pyramide de Gizeh, illustrent ce principe avec une clarté que peu d'autres monuments peuvent égaler. Dès que le visiteur s'en approche, il a l'impression d'un ordre absolu. Chaque côté de la pyramide est droit et lisse, chaque angle précis. Contrairement aux structures à gradins antérieurs, les surfaces lisses de la grande pyramide créent l'illusion d'une forme unique et unifiée s'élevant du désert, un monolithe à l'intention géométrique. C'est comme si les constructeurs avaient cherché à imposer l'harmonie au chaos naturel du sable, du vent et du ciel. L'anthropologie scientifique nous aide à interpréter ce que cette précision pourrait signifier. Des chercheurs tels que R.A. Schwaller de Lubitsch et Miroslav Werner ont soutenu que l'architecture égyptienne était intrinsèquement symbolique. Schwaller de Lubitsch, en particulier, a souligné que les temples et les monuments codaient non seulement des idées religieuses, mais aussi une philosophie de la mesure, une façon de représenter l'univers sous une forme physique. Dans ce cadre, la pyramide n'est pas seulement une tombe, mais une carte tridimensionnelle des principes cosmiques, reflétant la compréhension qu'avaient été les Égyptiens des cycles du ciel, des saisons et du monde souterrain. L'orientation de la grande pyramide démontre un alignement méticuleux entre la terre et le ciel. Ses côtés sont presque parfaitement orientés vers les points cardinaux, avec un écart inférieur à 0,05 degrés par rapport au nord géographique. Kate Spence, une égyptologue qui a étudié l'orientation des pyramides, suggère que les constructeurs ont atteint ce résultat en utilisant les étoiles circumpolaires qui ne se couchent jamais comme point de référence céleste. En suivant la rotation nocturne de ces étoiles, les géomètres ont pu créer un axe nord-sud fiable, traduisant le mouvement céleste en précision terrestre. Mais l'alignement dans la pensée égyptienne n'était jamais purement pratique. Il était symbolique, reliant l'activité humaine à l'ordre cosmique. L'archéologue Mark Lehner note que les pyramides sont situées dans des relations précises avec d'autres monuments du plateau de Gizeh. La disposition des trois pyramides principales reflète la position des trois étoiles de la ceinture d'Orion. Qu'il s'agisse d'une intention ou d'une coïncidence, ce schéma renvoie à une vision plus large. L'architecture comme moyen de cartographier le ciel sur Terre, rendant physiques les structures invisibles du cosmos. Au-delà de leur orientation, les pyramides reflètent un profond souci de permanence. Ces structures ont été construites pour durer des millénaires, à l'aide d'énormes blocs de calcaire et de granit et de techniques qui minimisaient l'affaissement ou l'effondrement. Leur durabilité n'était pas fortuite.
En créant des formes résistantes aux ravages du temps, les constructeurs ont fait en sorte que le monument lui-même devienne un support de mémoire, un témoignage tangible de leur valeur, de leurs croyances et de leur maîtrise technique. Les anthropologues notent que, toute culture confondue, plus une structure est permanente, plus elle reflète des idées durables plutôt que des besoins éphémères. Dans ce contexte, l'architecture devient une philosophie dans la pierre. La pyramide incarne une vision du monde dans laquelle la géométrie, les proportions et l'orientation ne sont pas seulement des outils de construction, mais des principes d'existence. L'alignement, les proportions et la symétrie ne sont pas décoratifs, ils sont l'expression d'un ordre cosmologique, un pont entre l'expérience humaine et le céleste. Comme l'observent Werner et Lehner, la pensée égyptienne fusionnait souvent le pratique et le philosophique. Une structure bien alignée stabilisait simultanément les pierres et reflétait le rythme des cieux. Cette synthèse entre fonction et philosophie remet en question les hypothèses modernes sur l'utilité. Nous avons tendance à penser en termes d'objectifs pragmatiques, tombes, abris, temples. Mais les Égyptiens opéraient à une échelle plus large. Chaque décision, taille des blocs, pente, orientation, espacement, avait plusieurs niveaux de signification. La pyramide était certes une tombe, mais elle était aussi un symbole, un outil pédagogique, un diagramme cosmologique. Sa fonction était indissociable de son message sur l'existence. Des études récentes sur le complexe pyramidal renforcent ce point de vue. Les analyses géospatiales montrent que les chaussées, les pyramides secondaires et les temples environnants sont positionnés selon un système de quadrillage sophistiqué. Ce système est en corrélation avec les événements solaires saisonniers, tels que les solstices et les équinoxes, ce qui indique que les Égyptiens ont intégré l'astronomie observationnelle dans l'aménagement spatial de leurs monuments. Ces motifs sont subtils et nécessitent des techniques d'arpentage modernes pour être détectés, mais ils suggèrent une intentionnalité qui transcende les simples pratiques funéraires. Même les espaces intérieurs suggèrent cette fusion entre fonction et philosophie. La chambre du roi, la chambre de la reine et la grande galerie ne sont pas de simples vides. Leurs proportions reflètent des relations géométriques minutieuses, codant potentiellement des ratios qui reflètent les cycles célestes. Si certains chercheurs mettent en garde contre une interprétation excessive de ces alignements comme preuve d'un savoir ésotérique, ils s'accordent à dire que l'interaction entre l'espace, les proportions et l'orientation est délibérée, significative et profondément intégrée au contexte plus large de la pyramide. L'anthropologue Michael Allen note que, dans toutes les cultures, l'architecture monumentale joue souvent un double rôle. Elle répond à des besoins humains pratiques tout en modélisant l'univers. En ce sens, la Grande Pyramide est une leçon vivante de perception. Elle enseigne aux observateurs comment les Égyptiens voient le monde, comment ils mesuraient le temps, l'espace et la matière, et comment ils cherchaient à imposer un ordre à l'inconnu. La question se pose alors, ces monuments ont-ils été construits pour mesurer ou pour rappeler? La pyramide a-t-elle codé la connaissance du cosmos d'une manière qui pouvait être lue comme un guide pratique, ou était-elle destinée à être une déclaration, un rappel symbolique de l'alignement humain avec l'ordre céleste? Peut-être les deux. Peut-être que la fonction de la pyramide était indissociable de sa philosophie, mesurer et rappeler, stabiliser et symboliser, enseigner et commémorer. Sa géométrie est une leçon, son orientation une réflexion et sa présence durable un argument philosophique, que le cosmos a de l'importance et que la vie humaine a plus de sens lorsqu'elle s'aligne sur des principes qui dépassent l'immédiat. Dans cette optique, la Grande Pyramide est moins une question d'ingénierie qu'une méditation en pierre. Elle invite les observateurs à réfléchir à la relation entre l'action humaine et la loi cosmique, entre la vie éphémère et le principe durable.
la structure elle-même devient un langage transmettant par ses proportions et son alignement ce qui ne peut être pleinement exprimé par des mots. Que l'ordre, la permanence et l'harmonie sont des valeurs qui méritent d'être gravées dans la pierre. Ainsi, la Grande Pyramide continue de parler, non pas comme un livre de secrets, mais comme un monument à la pensée humaine, à l'intention et à l'intégration de la fonction et de la philosophie. Elle nous invite à nous demander non seulement ce qui a été construit, mais aussi pourquoi et quelle vérité durable ces choix étaient censés transmettre. Ces monuments ont-ils été construits pour mesurer ou pour rappeler? La question demeure, et c'est peut-être précisément la leçon qu'ils étaient censés transmettre. La Grande Pyramide se dresse, immobile, silencieuse, mais précise. Sa longévité est stupéfiante. 4500 ans de vent du désert, d'inondations et de sable mouvant n'ont guère altéré sa forme. Pour certains, cette précision invite à spéculer sur le fait qu'elle aurait pu servir un objectif autre que funéraire ou cérémoniel. Aurait-elle pu être un point de référence, un étalon fixe, et non un message pour les générations futures? Une observation attentive montre que la pyramide présente une remarquable cohérence. Sa base est plane à quelques centimètres près sur plus de 5 hectares. Ses côtés s'alignent presque parfaitement avec les points cardinaux. Même les passages internes, les chambres et les galeries conservent des proportions et des angles qui font écho à sa conception. Ce type de fidélité temporelle, c'est-à-dire la capacité d'une structure à résister aux mesures pendant des millénaires, est rare dans les constructions humaines. C'est un repère dans le temps, un point stable par rapport auquel le changement peut être mesuré. Cependant, cette stabilité ne doit pas être confondue avec la prophétie. Aucune preuve crédible ne suggère que les Égyptiens aient eu l'intention de prédire des événements ou d'encoder l'avenir dans la pierre. La pyramide ne prédit pas les éclipses, les alignements planétaires ou les constantes modernes avec une précision intentionnelle. Ce qu'elle apporte, c'est la continuité. Sa forme préserve les connaissances et les priorités de la civilisation qui l'a construite, offrant une norme tangible à partir de laquelle nous pouvons observer l'ingéniosité humaine, les mesures et la compréhension des proportions. Certains chercheurs, dont Peter Tompkins, ont émis l'hypothèse que la Grande Pyramide aurait pu servir de dispositif d'étalonnage, non pas pour prédire des événements, mais pour maintenir des normes de mesure. Sa hauteur, sa base et ses proportions internes s'alignent sur des unités cohérentes qui pourraient, en principe, être utilisées pour comparer des structures ultérieures ou vérifier des principes géométriques. La pyramide aurait pu servir de référence dans un sens pratique, comme un monument incarnant une norme de précision plutôt qu'un message codé ayant une signification cosmique ou prophétique. Cette perspective donne à la pyramide un éclairage étonnamment moderne. Nous parlons souvent de points fixes dans l'espace ou dans le temps. Le méridien de Greenwich, le kilogramme étalon ou les horloges atomiques comme d'outils d'alignement et de cohérence. De la même manière, la Grande Pyramide pourrait représenter un point d'ancrage fixe pour la compréhension humaine dans un contexte ancien. Sa géométrie immuable offre un ancrage temporel, une constante tangible dans un monde autrement dominé par le changement et l'impermanence. Il est intéressant de noter que l'analyse historique montre que les dimensions et l'orientation de la pyramide seraient restées relativement stables, même si les pôles magnétiques de la Terre avaient changé au fil des siècles. Alors que les géomètres modernes s'appuient sur le GPS, l'imagerie satellite et les mesures géodésiques, les constructeurs de Gizeh s'appuyaient sur l'observation, la répétition et l'itération. Leurs méthodes ont permis de créer une structure qui, intentionnellement ou non, a pu servir de point de calibrage stable pendant des siècles, bien avant l'existence d'outils précis. Même si l'on fait abstraction des spéculations sur les connaissances perdues ou le codage cosmique, l'idée de la pyramide comme point de référence reste valable. Elle reflète
une société capable de penser à travers les générations, de concevoir un monument qui a survécu à ses constructeurs et de créer une norme durable dans la pierre. Elle communique la continuité, les connaissances, le soin et la précision humains peuvent survivre au temps, même lorsque tout le reste a changé. Cela soulève une question provocante. Si la grande pyramide était destinée à durer, si elle a été construite pour fournir un point de référence constant, à qui était-elle destinée? Aux constructeurs eux-mêmes? À leurs descendants? Ou dans un sens plus large, à l'humanité tout entière? Il est impossible de connaître la réponse avec certitude. Nous pouvons rester scientifiquement réservés tout en reconnaissant la crainte révérentielle qu'elle inspire. Il n'est pas nécessaire d'invoquer des prophéties, des prédictions ou des prévisions mystiques. La précision, l'échelle et l'orientation du monument suffisent à en faire l'une des réalisations les plus fascinantes de l'histoire de l'humanité. Sa longévité est une leçon de continuité, un rappel que les connaissances appliquées avec soin peuvent traverser les millénaires, survivant aux empires, aux langues et aux civilisations. Dans cette optique, la pyramide devient plus qu'une tombe ou un temple. C'est un dispositif d'étalonnage pour l'humanité, un point fixe dans l'espace et le temps, silencieux mais inébranlable, qui encourage l'observation, la mesure et la réflexion. Et pourtant, la question ultime demeure: si elle était destinée à durer, si sa précision et ses proportions ont été soigneusement étudiées pour résister au temps, pour qui a-t-elle été construite? La réponse est perdue dans l'histoire. Mais l'existence même de la pyramide continue de susciter des interrogations, des réflexions et des émerveillements, nous rappelant que certaines réalisations humaines ne sont pas seulement conçues pour servir un moment, mais pour rester constantes face au déroulement du temps lui-même. La civilisation moderne se définit par la vitesse. Nous construisons plus vite, communiquons instantanément et remplaçons nos possessions presque aussi rapidement que nous les acquérons. Les routes s'effritent, les ponts nécessitent des réparations constantes, les gratte-ciels vieillissent et sont remplacés, et les artefacts numériques dont nous dépendons peuvent disparaître d'un simple clic sur un serveur. Nos systèmes sont complexes, interconnectés et étonnamment fragiles. Les connaissances sont cloisonnées, verrouillées derrière des mots de passe, des paywalls ou des logiciels propriétaires. Les institutions se lèvent et tombent en quelques décennies, laissant des vides là où il y avait autrefois une continuité. En revanche, la grande pyramide perdure. Des millénaires ont passé, mais ses pierres, ses proportions et ses alignements restent intacts. Elle résiste à l'érosion, aux tremblements de terre et au sable mouvant du temps. La structure incarne la stabilité, la précision et la permanence. Des qualités qui semblent presque étrangères à notre époque d'obsolescence programmée. Là où les systèmes modernes se délabrent, ce monument ancien persiste. Là où nos progrès sont éphémères, la pyramide est durable. Cette juxtaposition nous oblige à une réflexion philosophique. Le progrès est souvent mesuré en termes de rapidité, de commodité et d'accumulation. Mais la pyramide nous rappelle que l'endurance, le soin méticuleux et la priorité accordée à la stabilité peuvent être tout aussi importants, voire plus, que l'efficacité immédiate. Les constructeurs anciens ne pouvaient pas précipiter la construction. Chaque bloc nécessitait des mesures minutieuses, chaque alignement exigeait des vérifications répétées. Leur savoir-faire s'incarnait dans un processus qui privilégiait la préservation plutôt que la rapidité. Les systèmes modernes, en revanche, sacrifient souvent la résilience à long terme au profit de gains à court terme. Les routes sont refaites, les ponts réparés, les logiciels mis à jour et les serveurs remplacés. Notre civilisation prospère grâce à l'itération, mais celle-ci se fait au détriment de la permanence. Les connaissances peuvent être perdues presque aussi rapidement qu'elles ont été créées. L'expertise réside dans des individus ou des organisations, et une fois que ces gardiens disparaissent, la continuité de la compréhension disparaît également.
La pyramide sert de miroir saisissant. Elle nous oblige à affronter la possibilité que la rapidité et l'accumulation ne soient pas synonymes de sagesse. Nous avons maîtrisé la construction rapide, la communication instantanée et la coordination mondiale, mais nos structures, nos systèmes de connaissances et même notre mémoire culturelle sont précaires. En comparaison, les anciens Égyptiens ont atteint une endurance étonnante sans outils modernes, sans réseaux mondiaux et sans stockage numérique. Cette réflexion va au-delà de l'architecture. Considérons la connaissance elle-même. Les Égyptiens ont codé ce qui importait dans la pierre, les ratios, les alignements et la proportionnalité. Leurs méthodes ont permis de préserver la compréhension pratique, la conscience cosmologique et la maîtrise technique à travers les générations. Aujourd'hui, une grande partie de nos connaissances existe sous forme numérique, accessible mais vulnérable, dépendante de l'électricité, des logiciels et du matériel informatique qui peuvent tomber en panne. La pyramide incarne une résilience que notre civilisation a du mal à reproduire. D'un point de vue philosophique, ce contraste soulève des questions dérangeantes. Avons-nous troqué la profondeur contre la vitesse? Avons-nous remplacé la résistance par l'efficacité? Avançons-nous plus vite que nous n'apprenons? Notre technologie nous permet de calculer, de transmettre et de modéliser d'une manière inimaginable pour les anciens. Mais la grande pyramide persiste comme une critique silencieuse de nos priorités. Ce n'est pas que le progrès soit dénué de sens. La pyramide nous rappelle plutôt que la sagesse exige de la patience, de la stabilité et de la prévoyance. L'ingéniosité humaine est remarquable, mais sans souci de continuité, les connaissances et les réalisations peuvent être éphémères. La pyramide démontre que certaines des réalisations les plus significatives ne sont pas celles qui changent rapidement, mais celles qui perdurent. Ainsi, alors que nous nous émerveillons devant les exploits modernes, gratte-ciel imposants, sondes planétaires, ordinateurs quantiques, la pyramide pose une question simple et dérangeante. Nous pouvons construire plus vite, mais pouvons-nous construire pour durer? Pouvons-nous créer des connaissances, des systèmes et une culture qui survivront des siècles, voire des millénaires? Peut-être que la leçon à tirer est que le progrès humain, mesuré uniquement en termes de vitesse et d'accumulation, est incomplet. Sans stabilité, résilience et perspective à long terme, nos réalisations peuvent dites s'effondrer aussi vite qu'elles sont apparues. La grande pyramide perdure non pas parce qu'elle est plus grande, plus haute ou plus complexe que les structures modernes, mais parce qu'elle a été construite avec des priorités qui survivent au temps lui-même. Elle est comme un miroir qui nous renvoie notre image. Un monument qui témoigne non seulement du savoir-faire antique, mais aussi de ce que nous risquons de perdre dans notre quête du progrès. Nous avançons plus vite, mais peut-être apprenons-nous moins. Et cette prise de conscience est à la fois humiliante et profondément troublante. La question demeure: si nous mesurions notre civilisation à l'aune de ce qui dure, plutôt que de ce qui évolue rapidement, en quoi nos priorités, nos conceptions et nos valeurs seraient-elles différentes? La pyramide n'offre aucune réponse, seulement la clarté austère et silencieuse de la résistance, nous invitant à reconsidérer ce que signifie vraiment construire pour l'avenir. Comme l'a observé l'historien Achille Leventis, les civilisations ne laissent pas seulement des traces dans les monuments, mais aussi dans le soin qu'elles apportent à la continuité. La présence durable de la pyramide est l'incarnation physique de cette idée. C'est à la fois une leçon et une question. L'humanité peut-elle concevoir des systèmes, des connaissances et une culture qui survivent aux forces de l'entropie, du temps et de la négligence? Pouvons-nous créer des monuments qui ne soient pas seulement ambitieux, mais aussi d'une pertinence durable? Le parcours héroïque de notre civilisation, reflété dans ces pierres, suggère que ce qui perdure n'est pas tant les réalisations spectaculaires et immédiates que l'alignement des actions sur des principes durables. La Grande Pyramide a survécu aux empires, aux invasions et aux vents du désert parce qu'elle a été intentionnellement calibrée, non pas pour être acclamée,
mais pour assurer la continuité. Ces constructeurs ont compris, d'une manière que nous ne saisirons peut-être jamais pleinement, que la permanence exige de la patience, de la précision et une harmonie avec les principes universels. En fin de compte, face à la nature éphémère de nos propres créations, nous sommes amenés à nous demander « Que restera-t-il de nous dans 4000 ans ?» Nos villes, nos satellites, nos réseaux et nos connaissances reflèteront-ils l'alignement durable recherché par les Égyptiens? Ou bien disparaîtront-ils, ne laissant que des fragments, des échos et des ombres d'une civilisation qui a évolué trop rapidement pour perdurer? La pyramide n'offre aucune réponse. Elle n'offre que de l'émerveillement. Elle invite à réfléchir aux priorités humaines, à l'ingéniosité et au passage du temps. Elle nous met au défi de nous demander si nos progrès sont éphémères ou s'ils peuvent trouver un écho à travers les âges. C'est un monument non pas à la vitesse, mais à la patience, non pas au spectacle, mais à la durabilité, non pas à la nouveauté, mais à l'intentionnalité. Dans sa tranquille endurance, nous entrevoyons une vérité profonde. Le temps est l'arbitre ultime. Les réalisations humaines, aussi impressionnantes soient-elles à leur époque, ne se mesurent pas à la rapidité avec laquelle elles sont réalisées, mais à leur capacité à survivre. Et dans cette survie, elles communiquent à travers les siècles, offrant des leçons de soin, de proportion et de prévoyance. La question finale n'est pas une question de technologie, de connaissance ou de pouvoir. C'est une question de valeur. Si nous voulons que l'on se souvienne de nous, si nous voulons laisser quelque chose qui résonne avec l'univers plutôt que de s'éteindre avec lui, comment allons-nous vivre, construire et créer aujourd'hui? La pyramide n'exige pas de réponse. Elle attend, patiente et silencieuse. Elle est un miroir qui nous renvoie notre image, nous demandant si notre civilisation laissera derrière elle des traces dignes du temps. Ou si, comme tant d'autres, elle disparaîtra tranquillement, sans jamais s'être vraiment alignée sur l'éternel. Et dans cette réflexion, nous ne sommes pas laissés avec des conclusions, mais avec de l'admiration. Admiration pour la patience et la clairvoyance de ceux qui ont construit des monuments durables, admiration pour la nature éphémère des réalisations modernes, et admiration pour le défi qui s'étend sur des millénaires, créer quelque chose qui parlera au-delà de nous-mêmes, grande pyramide des millénaires. La question nous appartient. Que laisserons-nous derrière nous et cela perdurera-t-il dans la mesure silencieuse et immuable de l'univers? Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage extraordinaire à travers l'univers dans Frontiers of Infinity. Si cet aperçu de l'inconnu a éveillé votre curiosité, n'hésitez pas à vous abonner et à nous rejoindre là où nous dévoilons les mystères les plus sombres de l'espace.